Bonjour, je suis Thomas Wazanski et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la climétrie. Nous sommes là dans la dernière vidéo du chapitre sur la fiabilité, questions et réponses. Simplement pour se tester, si vous vous sentez à l'aise avec les éléments de cours, vous pouvez passer. Si vous voulez vérifier que vous avez bien compris, prenez le temps de faire ces quelques questions. Première question. Qu'est-ce que la fiabilité d'une mesure clinique? Est-ce que vous avez à vous souvenir de comment définir une fiabilité? Normalement, ce qui a dû vous arriver en tête, c'est que la fiabilité, c'est une proportion de la variance totale des mesures qui est due à de vraies différences entre les patients ou entre les différents temps de mesure chez le même patient. On retient que la fiabilité, c'est dans la variabilité que j'observe chez le patient, combien est dû à une vraie variabilité de ce que je veux mesurer chez lui. Sa taille a changé, est-ce que c'est vraiment la différence, la distance entre ses pieds et sa tête qui a changé, ou est-ce que ça peut être expliqué par autre chose, sa façon de se tenir, sa fatigue, ou ma façon de poser mon mètre ruban ou autre. Donc c'est un ratio de variation. Deuxième question. Comment évaluer la fiabilité d'accord pour un diagnostic? Quel outil statistique utiliser pour mesurer la fiabilité d'accord sur un outil diagnostique? Deux juges s'intéressent à la présence d'une pathologie, comment je vérifie leur accord? Nous vous conseillons une mesure par coefficient d'accord de Gouët ou de kappa. On se rappelle des différentes variations du kappa, le kappa de Cohen simple, pondéré ou le kappa de Fless, avec les limites que nous avons abordées sur le côté où il est sensible à la prévalence de l'accord dans l'étude. Troisième question. Comment évaluer la fiabilité d'une mesure de poids? Si je mesure un poids, quel outil utiliser? Quelles statistiques utiliser, calculer pour mesurer la fiabilité d'une mesure de poids? Petite subtilité, cette fois c'est une mesure quantitative. Par conséquent, il nous faudra utiliser un coefficient de corrélation intraclasse. Vous vous rappelez, Magro et Schrout aussi avaient mis en évidence qu'il y a plusieurs calculs du coefficient de corrélation intraclasse qui dépend de vos éléments d'étude, le type de juge, la procédure, les objectifs. Donc ça, au besoin, je vous laisse vous référer à cette vidéo sur les statistiques des mesures quantitatives. Dernière question de cette diapo. Que permet le diagramme de Blanc-Teilman? Rappelez-vous, le diagramme de Blanc-Teilman, on met en lien la moyenne d'un jugement entre deux juges par rapport à leurs différences. À quoi est-ce que ça nous sert? Ça nous sert à visualiser la présence d'un biais, potentiellement, s'il y a une moyenne de différence qui n'est pas zéro, c'est qu'il y a un biais systématique entre deux juges, et ça nous permet d'estimer une plage d'accord entre les deux mesures. Vous vous souvenez, avec l'intervalle de confiance à 95% autour de la moyenne, d'accord, en disant systématiquement, ils ont une différence qui fait que on considère qu'une différence de 5 points entre les deux évaluateurs est considérée par une variabilité inhérente à leur mesure et donc elle est considérée comme non cliniquement, du moins statistiquement significative. Deuxième série de questions pour se tester. Deuxième série de questions, cette fois plus sur les études. Que vérifier lors de la lecture d'une étude de fiabilité? Nous avons dit il y a 4 grandes questions. La condition. Est-ce que la condition d'évaluation correspond bien à ce qui m'intéresse? Est-ce que c'est la bonne population? Population des juges, population des sujets. Qu'est-ce que j'évalue? Le résultat d'une procédure ou deux procédures complètes. Et comment sont faites les analyses? Il faut savoir évaluer ces 4 points-là. Et au besoin, on se rappelle l'échelle recommandée et l'échelle de Carrel. Deuxième question. De quoi devrait être aveugle un évaluateur dans une étude de fiabilité diagnostique? Nous avions cité pas mal d'éléments, c'est un des plus gros points de l'échelle Carrel, souvenez-vous-en. Premièrement, des autres évaluations.
les siennes antérieures ou l'évaluation d'un confrère, et de tout ce qui peut influencer son évaluation. La connaissance du diagnostic, la connaissance d'éléments du dossier, d'indices cliniques. Nous avions parlé de la cicatrice sur un test de Lachman. Si on me dit de mesurer la présence d'une laxité antérieure sur un genou, puis que je vois que le genou a été opéré ou autre, peut-être que je vais faire le test différemment, interpréter mes sensations différemment, et du coup, ça peut me biaiser, et du coup il faut éviter ce genre d'éléments et s'en assurer. Troisième question. Que dois-je vérifier dans l'interprétation de la mesure? Évidemment, c'est est-ce qu'elle est faite correctement? Est-ce qu'elle correspond à ce qui a été décrit dans la littérature et comment c'est prévu dans l'étude? Donc prenons la laxité, si on vous dit que ça doit être oui, non, puis qu'à fin de compte vous trouvez qu'il y a des plus, des moins, des peut-être, des incertains, ou des sensations de fin de course, ou je ne sais trop quoi, cela sort des choses et du coup on va considérer qu'il y a potentiellement un problème dans l'étude parce que l'interprétation des résultats des mesures peut être biaisée par ce côté-là d'incertitude dans le moyen d'interpréter. Dernière question. Qu'est-ce que je peux vérifier et dois vérifier sur l'ordre des évaluations? Nous avions dit que c'est un élément important avec potentiellement une source de biais. Par conséquent, ce qu'on va vérifier, c'est que les évaluations n'ont pas été faites dans un ordre fixe qui pourrait introduire un biais. Nous avions parlé du fait que si c'est toujours le juge B qui finit la série d'évaluations, peut-être que quand le juge A a fait l'évaluation, il a provoqué de l'appréhension, de la douleur ou je ne sais trop quoi. Par conséquent, le patient va se comporter différemment. Et donc, quand le deuxième évaluateur va faire sa mesure, il va avoir un biais entre les deux conditions. Par conséquent, on s'assure que le plus possible, cela a été randomisé. Merci d'avoir suivi l'ensemble de ces enseignements d'introduction à la climétrie relatifs à la fiabilité. Il y a d'autres chapitres à cet enseignement qui correspondent aux différentes dimensions proposées par Cosmin. Donc il y aura un deuxième chapitre qui est sur la validité, le troisième sur l'interprétabilité et le quatrième sur la réceptivité au changement. Vous pouvez continuer d'approfondir l'ensemble de ces données-là avec le livre Evidence Best Practice en rééducation et aussi suivre l'ensemble des autres vidéos si vous souhaitez approfondir cette introduction à la climétrie. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.